Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis ravie d'ouvrir la discussion aujourd'hui. Bonjour, et je suis prêt à plonger dans le sujet. Aujourd'hui, notre mission, c'est de plonger au cœur d'une intersection pour le moins inattendue. Imaginez un instant le croisement entre l'intelligence artificielle de pointe, plus précisément ce qu'on appelle l'IA agentique, les critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, et l'industrie des médicaments génériques. C'est vrai que ce mélange peut sembler totalement improbable au premier abord. Bah oui, complètement. Quel est le rapport entre des algorithmes autonomes, des rapports de durabilité et la fabrication de comprimés à bas coût? En fait, c'est exactement le paradoxe que nos sources clarifient. Absolument. Les sources que nous allons analyser aujourd'hui démontrent comment une industrie entière, qui est actuellement confrontée à un mur de réglementation perçu comme un fardeau, est en train de transformer cette obligation en un avantage concurrentiel massif. Et ce pivot stratégique dépasse de loin la simple mise à jour logicielle. Il s'agit d'un changement de paradigme fondamental dans la façon dont les entreprises gèrent les données et la pression du marché. Pour mener à bien cette analyse détaillée, nous nous appuyons sur un article de blog et une présentation de Leadership et Kéré intitulé Agentic AI, Transforming ESG for Pharmaceutical Generics, publié par Agentix, une plateforme d'IA. Des documents très denses, oui. Très dense, mais je tiens à rassurer ceux qui nous écoutent, il ne s'agit pas de lire des rapports ennuyeux, on parle d'une véritable révolution de l'information, d'accord? Décortiquons cela. Allons-y. L'analogie qui saute aux yeux dans nos sources pour expliquer cette urgence est incroyablement frappante. Le rapport compare la situation actuelle de l'ESG dans la pharmacie à l'arrivée des systèmes ERP dans les années 90. C'est une excellente comparaison, en effet. À l'époque, ceux qui ont automatisé en premier ont gagné un avantage d'une décennie entière. Ce qui automatise cette gestion environnementale aujourd'hui rafle la mise. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette course-arme? Pourquoi l'ESG est devenue une question de survie? Les sources qualifient la situation actuelle de plateforme en feu. Et c'est dû à la convergence de trois forces. La première force est réglementaire. L'époque où l'ESG était un exercice volontaire de réputation est révolue. Totalement révolue. La directive européenne CSRD est obligatoire dès 2024 pour les grandes entreprises et 2025 pour les moyennes. Du coup, 73% des fabricants de génériques dans l'Union européenne sont désormais concernés. Et pour que notre audience comprenne bien la granularité exigée, on parle des fameux trois scopes d'émissions. Le scope 1 pour les émissions directes de l'usine, le scope 2 pour l'énergie achetée et le gigantesque scope 3. Le scope 3, oui, qui couvre toute la chaîne d'approvisionnement. Exactement. Ça, c'est pour la loi. Mais il y a aussi la force commerciale. C'est pas juste une question de conformité. Les hôpitaux intègrent désormais des scores ESG dans leurs évaluations d'achat. Le niveau EcoVadis Silver devient un seuil minimum. On gagne ou on perd des contrats aujourd'hui même sur ces critères. C'est fascinant. Si on a un mauvais score, même avec un bon médicament pas cher, on perd le contrat hospitalier. C'est une perte sèche de part de marché. Et la troisième force, c'est l'opportunité opérationnelle. Sous cette contrainte, les usines brûlent parfois 15 à 20% d'énergie en trop. Et les chaînes d'approvisionnement portent jusqu'à 300 000 euros de coûts évitables. Sauf que le constat d'échec actuel est cuisant pour récupérer cet argent. Bah oui, les sources estiment le coût du travail manuel actuel à environ 450 000 euros par an. Ça représente 300 à 500 heures de collecte de données juste pour pondre des rapports PDF statiques. Des PDF qui sont obsolètes dès leur publication. C'est l'écart de maturité dont parlent les documents. Il y a un gouffre entre le travail manuel lent et le standard émergent de l'IA. C'est ici que cela devient vraiment intéressant. Parce que pour combler cet écart, on nous présente l'IA agentique. Qu'est-ce que c'est exactement par rapport à un logiciel classique? Contrairement aux logiciels classiques qui se contentent d'afficher des données sur un tableau de bord, l'IA agentique est composée de systèmes de modèles spécialisés. Qu'on appelle des agents. Voilà, des agents dirigés vers des objectifs. Ils perçoivent leur environnement, ils raisonnent, ils agissent de manière autonome et ils apprennent. C'est vertigineux. Et l'architecture est détaillée en 4 couches. C'est crucial pour comprendre comment ça s'intègre. La couche 1, c'est la couche des données. C'est la fondation. Les agents se connectent aux ERP et aux capteurs IoT via des API standards. Donc pas besoin de détruire l'infrastructure existante de l'usine. Exactement, pas de grand soir informatique. Ensuite, la couche 2. La couche avec les LLM, les grands modèles de langage, couplés au RAG. Le RAG permet un accès en temps réel aux cadres réglementaires et aux données du GIEC.
L'IA ne peut pas inventer d'informations, elle se base sur des faits sourcés. Ça nous amène à la couche 3, la couche des agents. Les sources parlent de plus de 100 agents spécialisés fonctionnant en même temps. Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont ils collaborent. Imaginez, l'agent dédié au scope 3 identifie une hausse d'émissions chez un transporteur et il nourrit automatiquement l'agent CSRD qui rédige le rapport légal. Aucune saisie manuelle. Aucune. Et enfin, la couche 4, aperçu et action. Des recommandations exécutées en temps réel et surtout certifiées ISO et Vera. Avoir des données auditables avec une valeur légale, ça change complètement la donne face aux régulateurs. La théorie est brillante, mais passons au cas d'usage réel, au moment aha de cette exploration. J'ai lu les chiffres des benchmarks dans les documents et c'est surprenant. Ce sont des résultats obtenus par des leaders historiques, pas de petites startups. Oui, Teva, par exemple, a réduit son intensité énergétique de 23%. Via une gestion de l'énergie pilotée par l'IA, Sandoz a réduit son temps de reporting réglementaire de 50% et Dr. Reddy's a réduit ses solvants toxiques de 35%. grâce à un agent spécialisé en chimie verte qui propose des formulations alternatives. Et Stada a réduit ses déchets d'emballage de 18%. Mais arrêtons-nous sur le fameux Scope 3. C'est le plus grand défi pour tout le monde, n'est-ce pas, Elé? C'est un défi colossal. Dans cette industrie, 72% de l'empreinte carbone provient des biens achetés. Surtout les principes actifs, les API, qui viennent souvent de l'autre bout du monde. Exactement. Les humains ne peuvent pas traiter manuellement les données environnementales de tous ces fournisseurs. Et c'est là que l'IA agentique entre en jeu. Elle évalue automatiquement plus de 100 fournisseurs. Et elle propose des changements en temps réel. Par exemple, si l'IA constate qu'une expédition va dépasser les quotas carbone, elle peut suggérer de passer du fret aérien au fret maritime. Elle chiffre la différence de coût et de carbone instantanément. C'est ça l'actionnabilité. Et ça explique le retour sur investissement. Le ROI, parlons-en. Les chiffres sont massifs. L'approche Agentix génère entre 500 000 € et plus de 2 millions d'euros de création de valeur annuelle pour une entreprise moyenne. Juste en optimisant l'énergie, l'eau et la logistique? Avec un retour sur investissement souvent atteint en 4 à 8 mois. C'est exceptionnellement rapide. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que c'est bien beau sur le papier, mais comment une entreprise évite-t-elle de s'enliser avec des armées de consultants pendant des années? Les sources répondent à cette inquiétude avec le modèle de déploiement validation d'abord. Une feuille de route en 3 phases. Oui, la phase 1, c'est la fondation. Elle dure du mois 1 au mois 3. On ne déploie pas tout d'un coup. Non, on active seulement l'agent de reporting CSRD et l'agent pour les émissions scope 1 et 2. Pour régler l'urgence légale. Et le résultat est une réduction de 90% du travail manuel. La preuve de concept est immédiate. Ensuite, la phase 2. L'optimisation entre le mois 4 et le mois 6. Là, on s'attaque au scope 3. On déploie l'agent fournisseur et on lance l'optimisation logistique pour les hôpitaux. C'est là qu'on gagne les appels d'offres. Tout à fait. Et enfin, la phase 3, le leadership, du mois 7 au mois 12. Une fois que la base tourne toute seule, on ajoute la chimie verte, l'analyse du cycle de vie des emballages et même des agents pour la diversité et l'inclusion. L'entreprise devient un leader technologique en moins d'1 an. C'est une transformation radicale. Mais pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas dans le secteur pharmaceutique, pourquoi devraient-elles s'en soucier? Si nous relions cela à la situation dans son ensemble, le secteur des génériques est un laboratoire. N'importe quelle industrie étouffée par la conformité légale et la surcharge d'informations peut utiliser ces agents spécialisés. C'est une leçon d'agilité. Absolument. L'IA agentique montre comment transformer une obligation légale, souvent perçue comme un centre de coût, en un véritable levier de profit. En résumé, ce secteur pharmaceutique prouve que la durabilité n'est plus un simple exercice de relations publiques. Avec la bonne IA, c'est un moteur de performance financière et opérationnelle. Les retardataires perdront leurs clients. Cela soulève une question importante pour conclure notre analyse. Je vous écoute. Si des agents IA autonomes sont désormais capables de négocier avec les systèmes des fournisseurs, d'optimiser l'empreinte carbone en temps réel et de prendre des décisions d'approvisionnement écologique à notre place, à quel moment la stratégie environnementale d'une entreprise devient-elle entièrement pilotée par des machines? C'est une excellente réflexion. Cela laisserait les humains dans un simple rôle d'observateurs éthiques, validant des algorithmes qui gèrent la survie écologique bien mieux que nous. C'est une perspective qui donne le vertige, à la fois fascinante et bouleversante. Nous invitons notre audience à réfléchir à cette question. Face à cette surcharge d'informations et d'innovation, il faut impérativement garder l'esprit curieux et critique. Merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur. À très bientôt.